l'un de mes résultats a été de faire une proposition ou une esquisse de structure conceptuelle de la situation enseignée à produire autrement en Bac Pro CGEA, c'est-à-dire finalement les éléments les plus significatifs qui aident ou qui empêchent les enseignants dans leur activité. Donc ça correspond en fait aux concepts les plus fondamentaux qui peuvent guider et orienter leur action. Donc cette structure conceptuelle, elle se base d'abord sur 3 dimensions. Une dimension épistémique, une dimension de savoir autour de la transition agroécologique, une dimension que j'ai appelée pratique d'enseignement, qui sont plutôt liées aux pratiques des enseignants, et puis une 3e dimension qui est apparue de plus en plus importante au fur et à mesure de ma recherche, et qui est une dimension psycho-relationnelle, j'y reviendrai après. Et en fait, toutes les 3 sont évidemment imbriquées, ou en tout cas interreliées. Donc pour la dimension épistémique, pour moi il y a 3 concepts en fait qui, selon qu'ils sont construits ou non, vont guider l'action des enseignants de manière différente. D'abord le concept même d'agroécologie. Est-ce qu'il a été construit ou non par les enseignants? Parfois il est nié. Certains enseignants peuvent parler d'agriculture durable, par exemple. Parfois aussi, l'agroécologie est réduite à un modèle. Très souvent l'agriculture biologique, parfois l'agriculture raisonnée. Et puis d'autres enseignants, par contre, ont véritablement construit l'agroécologie et donc sont plus en mesure d'aider leurs élèves à s'approprier ça. La deuxième chose concernant les savoirs, ce sont les savoirs qui sont liés à la transition. C'est-à-dire, est-ce que finalement on continue de travailler dans une perspective en réduisant le propos à de l'exhortation, ou bien est-ce qu'on travaille avec les élèves les voies de la transition agroécologique, les leviers, les nœuds éventuellement. Donc quelle prise en compte en fait de cette question des transitions pour aider l'élève à s'engager. Et puis le 3e point qui m'est apparu fondamental, c'est ce que j'ai appelé les savoirs situations, c'est-à-dire ces savoirs qui sont spécifiques à une famille de situations que je vais traiter et dont les enseignants ont la charge en fait d'aller les chercher. Donc est-ce qu'il y a une identification ou non de ces savoirs-là? Je pense dans l'un des cas par exemple, est-ce que l'enseignant s'est construit les conditions pour raisonner la fertilisation azotée? Donc c'est vraiment des savoirs spécifiques aux situations. Donc la deuxième dimension qui est relative plutôt aux pratiques d'enseignement, elle repose plutôt sur 4 concepts. D'une part, la visée des tâches qui sont données aux élèves. Est-ce que les tâches sont des fins ou des moyens? Parfois, les enseignants mettent les élèves en activité et ont une visée en fait transformatrice, mais l'activité prend le pas finalement sur ce qui était visé. Donc ça c'est vraiment important comme question à se poser pour les enseignants. D'autre part, la place qui est laissée ou non aux situations professionnelles dans les enseignements, donc la place qui leur est laissée, comment est-ce qu'on s'appuie ou non sur le vécu des élèves, la pédagogie de l'alternance. D'autre part, quelle est la place aussi de la diversité de ces situations-là dans les enseignements. Et puis enfin, est-ce qu'il y a abrégement ou non du potentiel problématique de la situation professionnelle qui est travaillée. Le troisième concept qui m'apparaissait importante, c'est autour de l'étayage. Quelle place est réellement laissée aux élèves et notamment au raisonnement des élèves? Comment est-ce qu'on leur laisse ce temps-là dans les enseignements?
quelles sont aussi, quelle est la nature des interactions entre les enseignants et les élèves? Est-ce qu'on est sous des formes de tutelle, sur des formes de médiation? Et puis surtout, est-ce qu'il y a ou non institutionnalisation d'un savoir à l'issue d'une séance, à l'issue d'une séquence? Est-ce qu'on donne de la valeur à un moment donné à un savoir, ou est-ce que c'est aux jeunes finalement de faire le tri de ce qui paraît important, de ce qui l'est moins? Et puis enfin, la quatrième chose importante en termes de pratique d'enseignement est plutôt liée à la visée éducative qu'ont les enseignants, mais ça j'y reviendrai plutôt sur la dimension psycho-relationnelle. Donc la troisième dimension est la dimension psycho-relationnelle. Et pour moi, elle est liée à deux choses. D'une part, la légitimité que s'octroient les enseignants, légitimité vis-à-vis de leurs élèves, légitimité vis-à-vis de leurs collègues et légitimité vis-à-vis du monde professionnel. Et d'autre part, elle est liée aussi à l'éducabilité que les enseignants accordent ou non à leurs élèves. Donc concernant la légitimité, on s'aperçoit que enseigner la transition agroécologique, c'est pas une évidence pour tout le monde. Certains me disent, mais dans agroécologie, il y a écologie. Je ne peux pas en parler à mes élèves, ça n'est pas possible. Et donc on a un certain nombre d'enseignants qui vont traiter d'agroécologie mais qui ne vont pas nommer l'agroécologie. Alors il ne s'agit pas de nommer dès le départ, il ne s'agit pas de définir dès le départ, mais à un moment donné, sans doute dans la formation, il est nécessaire de mettre les mots sur les choses. Cette légitimité, en fait, on peut la caractériser en regardant un certain nombre de choses, notamment quelle est la proximité avec les acteurs du monde professionnel. Ça, c'est par rapport à ce monde professionnel. D'autre part, est-ce qu'il y a une réelle coordination des enseignants entre eux, ce qui suppose aussi un pilotage pédagogique. Et le plus on aura un pilotage pédagogique fort et structurant, le plus on aura une légitimité entre enseignants par rapport aux élèves. On peut voir aussi cette légitimité dans les marges de liberté que s'octroient ou non les enseignants, ou bien dans les enseignements laissés à l'initiative des établissements, ou bien dans le design même qu'ils font des situations d'apprentissage. Et puis enfin, on peut aussi la caractériser au regard de la partialité ou de la neutralité des enseignants par rapport à leurs élèves. Quant à l'éducabilité, on revient là sur cette question des bacs pro. Les bacs pro sont-ils finalement éducables? Et on peut le voir de plusieurs manières. On peut l'analyser en regardant l'intérêt qui est porté par les enseignants au système de connaissances de leurs élèves. Comment est-ce qu'ils s'appuient sur ce système de connaissances? La place qui est laissée à l'activité constructive de ces mêmes élèves au sein de la séance et de la séquence. Est-ce qu'il y a une recherche d'instrumentation de l'élève? Alors je dis instrumentation au sens de Rabardel, c'est-à-dire cette idée d'aider les jeunes à développer des savoirs instruments, des outils intellectuels qui leur permettent de raisonner. Est-ce qu'il y a aussi une mise en enquête des élèves? On retrouve là la place qui leur est accordée ou non. Et puis, est-ce qu'il y a aussi une réelle attention qui est portée à l'environnement de travail, tout à la fois en termes de bienveillance, mais aussi en termes de sécurisation du parcours? Et je parle de sécurisation du parcours, notamment pour des élèves qui sont engagés avec leurs enseignants dans la rénovation du bac pro CGEA et dont on voit bien qu'elle génère des peurs en plus de tout le reste.